sommes-nous au dernier soubresaut du drame algérien? À Oran, où le calme s'est rétabli après les dernières manifestations dramatiques de la semaine passée, les forces de l'ordre se sont mises en devoir de passer au crible la ville quartier par quartier. Les perquisitions systématiques pratiquées par les gendarmes et les CRS, qui avaient déjà permis l'arrestation de l'ex-général Jouot, le second de Salan, ont fait découvrir différents dépôts d'armes, dont certains étaient d'importance. Celui-ci, par exemple, qui comprenait 100 fusils de guerre et 10 mitrailleuses avec leurs canons de rechange. À Alger, les honneurs militaires étaient rendus aux 12 soldats et gendarmes tués par un commando OAS au début de la révolte de Bab el-Oued. Le général Ayret est allé s'incliner devant ses victimes du devoir. Bab el-Oued se réveillait lentement de sa torpeur après un blocus de 5 jours. Les fouilles avaient amené plus de 3000 arrestations. Mais aux traces laissées par le combat sont venues depuis s'ajouter d'autres ruines. L'immeuble du Mauritania où étaient installés les services d'Air France a été endommagé par une explosion massive. Dans les rues, les tristes vestiges du combat sont encore en place comme un douloureux rappel et une leçon tragique. Mais il y a à nouveau de la vie. L'heure de l'apaisement arrive-t-elle enfin? L'heure de l'apaisement avec l'heure de l'espérance. Une espérance que chaque Français va sans doute fixer avec le bulletin qu'il déposera dans l'urne du référendum. Éteindre l'énorme fuite de gaz qui brûle dans le désert de Gassitwil est un travail d'Hercule. Il fallait entre autres apporter de Tougourt les 60 000 tonnes de barytes qui seront déversées au moment où la flamme sera soufflée par explosion. Ce transport exceptionnel a pu être mené à bien grâce aux cargos du désert que sont les camions géants T100, dont les 700 chevaux et les roues impressionnantes se jouent des difficultés du terrain, insensibles qu'ils sont à tous les pièges des sables. À chaque navette, une bagatelle de 400 km à travers les dunes, les camions T100 ont amené à pied d'œuvre chacun 55 tonnes de barytes. Moyennant quoi, l'heure approche où l'incendie de Gassitwil sera jugulé. À Martigues, porte de l'étang de Berre, les automobilistes sont aujourd'hui reconnaissants à la technique moderne qui a lancé le nouveau pont mobile à commande automatique de la Jonquière. La circulation stoppée, il ne faudra plus en effet que 30 secondes à l'ouvrage pour s'ouvrir. De sa cabine à écran de télévision, l'opérateur n'a même pas acheté un œil sur le pont lui-même. L'important trafic de pétroliers vers l'étang de Berre, zone en plein épanouissement, y trouve les mêmes avantages de rapidité que la circulation routière entre Marseille et Arles, autrefois stoppée une demi-heure à chaque manœuvre du vieux pont. Et puis, le nouveau pont enlève un record qui n'est pas sans mérite, il est sans doute le plus élégant d'Europe. En inaugurant la plus belle et la plus complète exposition de l'art mexicain que Paris ait jamais vue, M. André Malraux a ouvert plus grand nos yeux sur cette extraordinaire civilisation aztèque dont les pyramides et les sculptures nous remplissent toujours d'étonnement. Ce qu'il faut de préférence noter dans cette réunion de quelques 3000 pièces, c'est surtout peut-être ces figures féminines, d'une aisance et d'un délicat maniérisme comparable aux figures crétoises pour certaines, d'une humanité hautaine et religieuse pour d'autres, mais qui toutes nous donnent un aspect jusqu'ici mal entrevu des civilisations qui se succédèrent dans l'ancien Mexique. Chose assez étrange, ces visages dont on a trop souvent vu que le tragique savait sourire. Et même ce sourire sur ces visages de pierre sut aller jusqu'au rire, avant ou en même temps peut-être qu'entrait dans le cœur de ces peuples le féroce visage de la mort. Le monde artistique célèbre cette année un compositeur français. Et Paris n'a pas manqué de lui rendre hommage. Darius Milhaud, pour son 70e anniversaire, vient de diriger 4 de ses œuvres. Ces 70 ans, on peut dire que Darius Milhaud les a consacrés entièrement à la musique, puisque, si on l'en croit, sa vocation date de l'âge de 3 ans. Entre sa femme et son fils, il n'hésite pas à avouer qu'il est heureux, qu'il l'a toujours été. Et les souvenirs qu'il remue en atteignant ses 70 ans sont des souvenirs heureux. Ce sont ceux de 1911, à Aix-en-Provence, entre ses parents qui avaient tout fait pour aider sa vocation précoce. Ceux d'une distribution des prix au Brésil en 1917. Ceux encore d'une fête foraine en 1919. 1920, c'était le groupe des 6, avec Auric, Poulain, Honegger, Germaine Taillefer, Satie,
sans oublier le 7e perpétuel manager, agitateur des arts, Jean Cocteau. La fête foraine était toujours au goût du jour. 1948 le retrouve aux côtés d'André Mauroy et Fernand Léger. 1952, les 6 se sont retrouvés plus 1. Ils retrouvent Honegger. Et aussi un grand inspirateur, Paul Claudel. Puis Stravinsky. Mes 70 ans, dit-il, ne sont pas différents de mes 50, mais ce qui me reste raccourci. Cap et chapeau melon. C'est ainsi que Daniel Echter, couturier de 23 ans, voit les lycéennes d'aujourd'hui. D'une collection insolite qu'il a présentée dans la rue en compagnie d'une consoeur, Martine Grandval, qui elle habille les hommes, on retiendra qu'à 16 ans, le pull à col roulé ne sera plus incompatible avec le 2 pièces classique. Mais à la vérité, les collégiennes n'ont pas attendu que la mode leur arrive toute prête. Elles ont déjà fait elles-mêmes leur mode. Il suffit pour s'en rendre compte d'assister à une sortie d'un lycée parisien, à Racine, comme elles disent, ou à Molière. De 13 à 17 ans, on a des idées qui ne sont pas celles de la grande sœur et on les exprime. Pour commencer, on a emprunté les bretelles de papa. Unies ou rayées, en élastique, en cuir ou en tissu, elles ont éliminé les ceintures. Du grenier, on a sorti une ancienne trousse de médecin de campagne pour en faire un sac. Les bottes plus hautes se portent en daim, ornées d'une chaîne, concurremment avec les chaussures plates. Les jupes sont volontiers courtes. La grande folie, les chaussettes empruntées aux frères, assorties des chaussures cyclistes. Et bien sûr, on ne lésine pas sur les bijoux. Les colliers sont faits d'une quantité de chaînes très fines. Plus on porte de rang, plus c'est beau. Les coiffures gonflantes ont disparu, la vogue est aux nœuds posés comme des papillons sur le sommet du crâne. Telle est la nouvelle élégance des moins de 17 ans qui fait fureur, on s'en doute, avec ses tendances générales et variations de détails. C'est ainsi qu'aux chaînes colliers s'ajoutent volontiers en sautoir la montre et l'alliance de grand-mère. Reste que le sac-sacoche, le gros bracelet au bras, le pantalon type marin qu'on appelle du reste la marinette, les bottes, les chaussettes, les chaussures cyclistes, les jupes à bretelles constituent les éléments clés d'une mode qui ne suit pas la mode, mais dont les créateurs de mode devront finalement tenir compte. C'est la revanche des moins de 16 ans. Chaque année, à la même époque, de tous les coins de Grande-Bretagne, par dizaines de milliers, les Britanniques viennent à Aintree pour assister au massacre. On appelle cela pudiquement le Grand National de Liverpool, par pure hypocrisie. De fait, il s'agit de la plus belle hécatombe qui se puisse voir sur un champ de course. À chaque haie, jockeys ou chevaux, il en disparaît toujours quelques-uns. Seul le cheval Freddy's Son semble se jouer de tous les obstacles. De tous, sauf un. Cette petite faute lui coûte la victoire. Il va disparaître, successivement dépassé par 4 adversaires. Car aussi bizarre qu'il y paraisse, après tant de chutes, il reste encore assez de chevaux pour que Freddy's Son termine à la 5e place. Et c'est finalement Kilmore qui remporte cette année le Grand National de Liverpool. C'est sans grande passion que se sont déroulées les demi-finales de la Coupe de France de football, le match vedette, la rencontre Angers-Saint-Étienne au Parc des Princes à Paris. Les Angevins jouent en blanc comme le Real Madrid, mais la comparaison s'arrête là. De fait, ce match ne va durer qu'une mi-temps au cours de laquelle les Stéphanois dominent leurs adversaires par des actions plus amples et mieux soudées. Et surtout, à Saint-Étienne, on tire souvent au but. Ce n'est pas toujours efficace, mais cela finit par être payant. Et puis, il suffit parfois d'un seul but pour gagner un match. C'est exactement le cas des Stéphanois qui joueront donc la finale. Aller Nancy, c'est en quelque sorte un symbole qui a porté chance aux joueurs nancéens, eux aussi en maillot blanc. Ils y sont allés sans trop de conviction, mais avec assez d'astuce pour battre le Football Club de Metz, un peu malchanceux, il est vrai. Les joueurs messins ont souvent dominé leurs adversaires au cours de la partie, mais les efforts platoniques en football ne paient pas. À preuve, c'est Nancy qui gagne par 1-0 et qui jouera la finale contre Saint-Étienne. Dans son ensemble, la population a répondu à l'appel aux urnes du référendum. Et elle a donné au général de Gaulle le oui massif qu'il avait demandé à la nation. Ce oui populaire donné à la paix des accords d'Évian, le président de la République l'a concrétisé lui-même dans son bulletin de citoyen Colombey les deux églises.
et le Premier ministre, M. Michel Debré, à Montlouis. À Bordeaux, c'était le oui du président de l'Assemblée, M. Chaban-Delmas. Dans le Jura, le oui des radicaux par la voix d'Edgar Faure. Si à Marseille, le oui de M. Defer se nuançait, à Arras, M. Guy Mollet apportait le oui des socialistes. Comme à Lille, M. Maurice Schumann, le oui du MRP. Le bulletin de M. Torres faisait état des réserves des communistes et celui de M. Pinet de celles des indépendants. Dans la nuit, les tableaux du ministère de l'Intérieur ont suivi le déroulement du dépouillement. 17 500 000 oui pour 19 300 000 suffrages exprimés. Et M. Roger Frey pouvait annoncer aux journalistes le record des oui, près de 91%. Voyage éclair à Turin. Le général de Gaulle, poursuivant ses pourparlers avec les nations voisines, est allé s'entretenir avec le chef du gouvernement italien, M. Fanfani. Les deux hommes d'État, au cours de leur examen des problèmes internationaux, se sont surtout attachés à rapprocher leur point de vue sur la formation de la future Europe politique. Si leur tête-à-tête n'a pas donné officiellement de résultats concrets, on voit poindre maintenant entre l'Europe intégrée et l'Europe des patries un espoir de compromis. Détente dans les relations franco-égyptiennes. Le colonel Nasser a libéré les diplomates français que, contre toute justice, il avait fait traduire devant ses tribunaux. M. Mattei et ses compagnons ont donc retrouvé à Orly leur famille. Paris et le Caire vont-ils renouer leurs relations interrompues? Et l'Algérie nouvelle commence à s'organiser. Au Rocher-Noir, M. Christian Fouchet, haut commissaire de France, a installé l'exécutif provisoire dont le président est M. Abderrahmane Farez, qui fut autrefois président de l'Assemblée algérienne. La distribution des responsabilités est maintenant officielle, les 12 commissaires ont pris possession de leurs fonctions et le président du nouvel organisme a ouvert la première séance de travail. Le Fonds des mers livrera-t-il bientôt ses secrets? C'est avec l'ambition de les lui arracher, en tout cas, que le super bathyscaphe Archimède de la marine française s'est embarqué à Toulon, très prosaïquement du reste, sur le cargo Maori. Destination Yokohama, Japon. Là-bas, il entreprendra des essais qui le conduiront entre 10 et 11 000 mètres de profondeur sous le Pacifique. Aux États-Unis, on vise plus haut. La Lune, exactement. La future capsule du projet Apollon, qui sera occupée non plus par un, mais par 3 astronautes, ce qui leur permettra de moins s'ennuyer, a été présentée très officiellement. Le système d'alimentation par tube a lui aussi été expérimenté. Tout semble paré. Il reste, il est vrai, à mettre au point la fusée et le moteur qui permettront non seulement d'allunir, mais de repartir. Quoi qu'il en soit, on nous promet la Lune pour 1968. À la simèse de la galerie David et Garnier, Paris affrontait récemment une scène peu orthodoxe où Judas tournait le dos au Christ et aux autres apôtres. Il découvrait ainsi un nouveau buffet, un buffet mystique. À la suite des Matisse, Le Corbusier, Cocteau, le jeune peintre abordait à son tour l'art sacré à sa manière, en noir, jaune et rouge. On aime ou on n'aime pas cette peinture sombre et brutale. On fut d'accord pourtant sur la prodigieuse faculté d'envoûtement de ces visages tragiques. Cette exposition avait aussi une autre signification. Elle soulignait l'extraordinaire réussite du mari d'Annabelle. À 32 ans, il s'offrait le luxe d'exposer des toiles dont chacune aurait pu être achetée des millions et dont aucune n'était à vendre. 15 ans ont suffi pour en arriver là. Autour des années 48, Bernard Buffet n'était encore qu'un adolescent inconnu qui flânait devant Notre-Dame et sur qui personne ne se retournait. C'était le temps du petit bistrot où les habitués et le patron bienveillant et bourru accueillaient gentiment ce garçon qui barbouillait d'étoiles dans le quartier. Un jour, peut-être, pourquoi pas, on parlerait de lui, mais dans combien d'années? Dans la peinture, qui ne le sait, le temps des œufs durs peut aussi bien durer toute une vie. Moins de 15 ans séparent pourtant le bistrot des Batignolles et la propriété de Château-Larc, près d'Aix-en-Provence. Bernard Buffet et Annabelle, comme Picasso à 80 ans, sont devenus châtelains. Au milieu de leur bibelot, d'un courrier qui arrive des 4 coins du monde, ils se sont réservés un luxe supplémentaire, le bistrot reconstitué du temps tout proche,
où la gloire et la fortune d'aujourd'hui n'étaient même pas imaginables. Le château, le parc, le chenil, tels sont aujourd'hui les signes d'une réussite foudroyante dont on aimerait penser qu'elle est un peu la revanche des peintres voués à la misère, d'un Gauguin, d'un Van Gogh, d'un Modigliani. Les sportifs américains ont eux aussi leur homme de l'espace. Cet homme, c'est le sauteur à la perche John Ulysses. On ne sait pas s'il y a des limites aux exploits de cet athlète qui a frisé 5 mètres à plusieurs reprises. Son record du monde, 4,89 m exactement. Il est vrai que la perche qu'il utilise ressemble étrangement à une catapulte. Pour le Racing Club de Paris, en maillot blanc culotte noire, et pour Saint-Étienne, ce match du Parc des Princes, c'est le match de la dernière chance. Le Racing joue le titre de champion de France. Quant à Saint-Étienne, il joue son maintien, actuellement fort compromis en première division. Très entreprenants, maniant la contre-attaque avec beaucoup de verve, les Stéphanois prennent l'avantage sur un tir de Richvers. Tout cela un peu contre le cours du jeu. Le Racing en effet pratique un football beaucoup plus collectif. Le ballon voyage d'un joueur à l'autre. Il est vrai cependant que toutes les actions des Parisiens manquent de vitesse. Ils parviennent cependant à égaliser. En deuxième mi-temps, rien ne change. Le Racing domine outrageusement et de temps à autre Saint-Étienne contre-attaque comme en ce moment. 3 relais de balles successifs et c'est suffisant aux Stéphanois pour marquer un second but et gagner ainsi un match qui leur permet d'attendre l'avenir avec un peu moins d'inquiétude. Lorsque les Allemands se mettent la bague au doigt, ce n'est pas toujours pour le bon motif, à preuve. Les Munichois sont très friands de ce genre d'exercice. C'est très reposant comme spectacle, un spectacle plein de situations cocasses. Et pourtant, tout ceci est fort sérieux. Il s'agit ici d'un championnat officiel. Ce sport n'exige pas de qualité intellectuelle particulière. Il suffit de mettre son doigt dans un anneau et de tirer du plus fort qu'on peut jusqu'à ce que l'adversaire lâche prise. De bons muscles et une certaine capacité de résistance à la douleur, voilà les qualités qu'il faut pour faire un champion. Tous les moyens sont permis, à condition que la table et les tabourets soient assez solides. Solides également doivent être les concurrents qui risquent souvent la chute. Voilà qui est fait. Et il paraît qu'il y a tout de même un vainqueur, il y a là des subtilités qui nous échappent. Le Conseil constitutionnel a, par la voix de son président, M. Léon Noël, donné les résultats officiels du référendum. Donner les résultats suivants. Oui, 17 866 423. Ce scrutin clôturait une phase de la Ve République. Et le général de Gaulle a accepté la démission du Premier ministre. Le président de la République l'a chaudement remercié de ses efforts et de son dévouement pendant les 3 ans, 3 mois et 6 jours de son gouvernement. Et l'on a vu un Michel Debré détendu et souriant. Quelques heures plus tard, le général de Gaulle nommait au poste de Premier ministre M. Georges Pompidou. Le nouveau chef du gouvernement s'est immédiatement mis en devoir de former un ministère qui comprenait moins de techniciens et davantage de politiques. Et à l'hôtel Matignon, entre messieurs Michel Debré et Georges Pompidou, s'est déroulée dans une cordiale atmosphère la transmission des pouvoirs. Un chapitre nouveau va s'ouvrir. Le jugement de l'ex-général Jouot sera-t-il le dramatique épisode qui clora une période féconde en événements dramatiques, la crise algérienne? On a pu mettre des noms sur les visages des protagonistes de ce douloureux procès. Le député algérien Robert Abdessalam, l'ex-directeur de l'Écho d'Alger, M. Alain de Sérigny, un membre du tribunal, M. Pasteur Valéry Radeau, le général Allard, Madame Albert Camus, Madame Jouot, petite ombre perdue dans l'ombre des couloirs. Enfin, le président Barnet qui dirigeait les débats. Sortant de la voiture cellulaire qui l'amenait de la Santé, l'ex-général Jouot qu'attendait au terme de 3 journées de dramatiques péripéties, la condamnation à mort. À Alger, la série des plastiquages a continué. Au compte de l'organisation de l'armée secrète, on devait notamment porter l'explosion qui a rendu inutilisable la tour de contrôle de l'aéroport de Maison-Blanche.
Le trafic aérien, toutefois pris en charge par les services de guidage militaire, n'a pas été interrompu. À la pointe de l'île de la Cité, à l'ombre de Notre-Dame, une crypte garde désormais le souvenir de 200 000 Français morts en déportation. Le général de Gaulle, en présence de M. Michel Debré et de nombreuses personnalités, a inauguré cette tombe symbolique des 200 000 martyrs de l'exil. En se recueillant devant le déporté inconnu, c'est le tribut de la nation qu'a porté le général de Gaulle à ceux qui sont obscurément morts pour elle dans la détresse des camps, et dont la destinée s'inscrit dans cette devise désespérée: ils allèrent à l'autre bout de la terre et ils ne sont pas revenus. Saint-Sébastien a subi les assauts de la Galerne, ce vent d'ouest-nord-ouest des côtes atlantiques. Et le spectacle qui ne manquait pas de grandeur aurait été perdu si une caméra n'avait pas été là. Lancés à la poursuite des rares voitures qui s'étaient aventurées sur le Paseo Nuevo, les vagues déchaînées poussèrent leurs assauts jusqu'à l'intérieur de la ville. Il en faut davantage, bien sûr, pour qu'on se trouble à Saint-Sébastien. Mais tout de même, on ne voit pas cela tous les jours. C'était simple, il fallait y penser. Un miroir parapluie concentre les rayons solaires sur une sphère, laquelle libère des vapeurs de mercure qui alimentent une turbine, et l'énergie solaire assure à 2 minuscules réacteurs une poussée de 20 grammes. Moyennant quoi, Phaéton, le futur satellite français, placé sur une première orbite, pourra lui-même s'en choisir une autre. En attendant la construction de la fusée qui le lancera, Phaéton va tout de même voyager. Il fera les beaux jours de l'exposition de Hanovre. Simple début. Au camp de Satory, un autre engin d'avenir a été révélé à la curiosité. Le véhicule français à effet de sol, comme disent les techniciens, c'est-à-dire capable de se mouvoir sur un coussinet d'air comprimé. Et ce n'est pas une mince révolution, qu'on y songe. Nous vivons depuis des millénaires sur une invention de génie, la roue. Et voici qu'on nous propose une civilisation sans roue. Le conducteur d'un 2 roues à moteur, dit la sagesse des nations, est sur la route un élément parfois dangereux mais toujours sans défense. Cet être, sujet à toutes les chutes, ne se protégeait même pas la tête. Et là-bas, votre casque. La loi vient d'y mettre bon ordre. Aujourd'hui, le casque est obligatoire. Mais tout de même pas n'importe quel casque. Pas celui-ci dont la pointe paratonnerre est peu convaincante. Pas celui-ci non plus, un peu trop décoratif pour l'époque que nous vivons. Quant à ce dernier, en dépit des garanties qu'il offre, il semble quand même un peu dépassé. Non, le casque obligatoire est un casque étudié uniquement pour les chocs à la tête, apte à protéger selon les normes les plus protectrices, la boîte crânienne de son possesseur. À preuve, les essais de résistance de tout ordre, imposés à ces coiffures auxquelles toute médiocrité est absolument interdite. Un casque établi en vue de la protection doit absolument protéger. Reste que de mauvais esprits parleront d'élégance méconnue, de dignité méprisée. Arrêtons-les. Du prince Philippe à la reine d'Angleterre et au président de la République, que de nobles fronts n'ont pas craint de porter ce qu'on peut à juste titre appeler ici un couvre-chef. Et puis, quelle sécurité, même en dehors des dangers de la route. Est-ce que le casque motocycliste ne deviendrait pas avec facilité tout simplement la coiffure d'extérieur ? Et même d'intérieur. C'est dans un palais des sports archi-comble à Bruxelles que Pierre Cosmin se met en jeu son titre de champion d'Europe des poids coqs devant l'Italien Piero Rollo. Sûr de lui, le boxeur belge, culotte blanche, attaque d'entrée sans laisser à son adversaire le temps de souffler. Ces deux boxeurs sont rapides et mordants comme s'ils avaient encore 20 ans, et pourtant ils ont dépassé tous deux la trentaine, Cosmin a 31 ans, Rollo 35 ans. Il est vrai que dans cette catégorie, les boxeurs sont ordinairement très agressifs, quel que soit leur âge. Et puis, les choses se gâtent, Rollo trouve l'ouverture, un crochet du gauche fulgurant au creux de l'estomac, ça y est. Cosmin n'est plus champion d'Europe, il a fallu un peu plus de 12 minutes pour en arriver là,
C'est un moment terrible pour un boxeur, il a mal, il ne peut plus rien d'autre que de pleurer ses illusions perdues. Pour Rollo, c'est le triomphe et c'est Alphonse Alimi qui lui remet sa ceinture de champion d'Europe. Les rugbymen français en maillot clair ont joué à qui tout double contre l'Irlande dans le tournoi des 5 Nations. La chance aidant, ils ont parfaitement tenu leur pari. Dès le début du match, essai de Montméja transformé par Albaladejo après quelques minutes de jeu 5-0. Et puis, tout s'est arrêté là, on n'est pas sorti de la grisaille pendant de très longs moments, on a beaucoup couru de part et d'autre sans soulever l'enthousiasme des 40 000 spectateurs de Colombes. Fort heureusement, les Irlandais n'ont pas baissé les bras, ils ont même donné un peu de piment à la rencontre en jouant avec beaucoup d'application. Et ce n'est qu'en fin de partie que les Français se sont décidés vraiment à montrer ce qu'ils savaient faire. Cette attaque qui amène le deuxième essai est un modèle du genre. Le festival offensif de la France se poursuit, mais on regrette qu'il ait fallu attendre le dernier quart d'heure pour assister à des actions spectaculaires. Finalement, 11-0 pour les Français et la victoire dans le tournoi des 5 Nations. Algérie, Europe, tels ont été les deux sujets qu'avec messieurs Louis Jox, un ancien, Gaston Palevski, un nouveau, Edgar Pisani, un ancien, Monsieur Georges Pompidou a étudié au cours de son premier conseil des ministres, le premier conseil des ministres du deuxième gouvernement de la Ve République. De Monsieur Alain Perfit à Jacques Maziol, on a pu à cette occasion découvrir les 9 nouveaux visages de l'équipe gouvernementale. 9 nouveaux visages qui ne sont pas tous inconnus, puisque le gouvernement compte messieurs Pierre Pflimlin et Maurice Schumann. L'ex-général Salan, que l'on connut comme le général le plus décoré de l'armée française, est aujourd'hui arrêté. Fuyant la France, il s'était un temps installé en Espagne et y avait réuni les premiers fils d'une conjuration qui se proposait de soulever l'Algérie. Cette conjuration le mena au putsch du 22 avril, où du balcon de la délégation générale, il apparut pour haranguer la foule. On sait comment se termina l'aventure. Qu'espérait-il de son action terroriste dans une Algérie lave de tant de sang répandu et d'une France qui avait donné au général de Gaulle le oui massif du référendum? Aujourd'hui, c'est la fin. L'ex-général Salan a été conduit à la santé. Derrière les murs de sa prison, le chef de l'OAS attend ses juges. En Angleterre, on prépare activement pour le marché commun la sortie de la voiture à turbine. Ce prototype vient de partir pour les États-Unis, où l'on compte qu'il se fera également remarquer. Le conducteur n'aura plus que 2 pédales à actionner, l'accélérateur et le frein. Mais surtout, plus de cylindres, plus de pistons, plus de carburateur. Un progrès dans le sens de la simplification. Dans le domaine de l'aviation, l'Angleterre encore vient de présenter un nouveau modèle, dont l'ambition est la vitesse. Le Bristol 188 a été construit en acier inoxydable pour lui permettre de franchir le mur de la chaleur, après le mur du son, et du même coup, de s'offrir une vitesse égale à 3 fois la vitesse du son. Il faut donner un souvenir ému à Pierre Larquet, qui dans sa villa de Maison Lafitte vient de s'éteindre à 78 ans après avoir personnifié dans 250 films et plus la gentillesse, la bonhomie et la tendresse humaine qu'il incarnait aussi dans la vie. Nous avons besoin d'être encouragés par vous, par votre présence. Le grand-père du cinéma n'est plus. Toute l'Espagne, pendant la Semaine Sainte, célèbre la Passion du Christ. Dans Madrid, la nuit du vendredi, une longue procession parcourt les rues au milieu d'une foule recueillie. Statues portées sur des chars illuminés, pénitents à cagoule, porteurs de cierges, rééditent comme au siècle passé cette passion qui, chez les chrétiens, est le sommet religieux de l'année. En Italie, près de Naples, les paysans du village de Nola s'en vont honorer au sommet d'une colline des Apennins Notre-Dame des 7 douleurs. Ces pèlerins ont fait le vœu d'y élever une chapelle à la Madone vénérée. Et par centaines, les femmes, en forme de pénitence, y apportent leurs pierres. Tradition émouvante, mais qui laisse perplexe. N'y a-t-il là-bas que les femmes qui pêchent ou qui se repentent?
savait que la profession de nurse était dignement honorée en Grande-Bretagne. On ne savait peut-être pas qu'elle exigeait des capacités sportives particulières. Mais ce ne peut être que dans un louable esprit d'émulation qu'a été organisée dans le comté d'Essex cette course de voitures d'enfants où, fait remarquable, mais qui ne doit plus nous surprendre à l'époque des femmes soldats, les concurrents masculins étaient admis. 14 km 400 à couvrir et à leur terme, 1 heure de gloire pour ceux et celles qui étaient parvenus à amener à bon port matériel et chargement. À peine sortis de leur voiture, les enfants américains, ceux du moins des marins d'Annapolis, en sont déjà à s'expliquer sur un ring avec aux mains des gants gros comme la tête. Par ces temps de guerre froide endémique, il n'est sans doute pas mauvais de laisser librement la combativité se révéler dès le plus jeune âge. Et la preuve est faite, en tout cas, que les jeunes générations n'en manquent pas. Reste que le métier de parent n'apparaît pas après ces démonstrations comme devant être des plus tranquilles. La neige d'avril, qui aura permis cette année de prolonger les sports d'hiver jusqu'à Pâques, nous a valu de rencontrer dans les Alpes un skieur dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a une technique très personnelle, Jeannot Tournier. Voyez plutôt. Sa technique, pour n'avoir aucun rapport avec celle de l'œuf, chère à nos champions, n'en garde pas moins une efficacité certaine, encore que déroutante. Cet acrobate des neiges a aussi plus d'un tour dans son sac. Avec Jeannot Tournier, sans doute faut-il ne s'étonner de rien. Après cela, que voulez-vous? Il faudra bien se dire que toute son éducation est à refaire. Et dans le commencement encore. C'est un simple village de la campagne tourangelle, quelques vieilles fermes abandonnées. Mais on peut dormir dans les greniers pour peu qu'on s'arme contre les rats et qu'on s'arrange d'un confort sommaire. Il y a maintenant 5 ans, 3 jeunes femmes se tinrent ce raisonnement et, abandonnant à la fois l'école des beaux-arts et la vie parisienne, vinrent s'installer à la Martinerie. Et depuis, on peut voir chaque matin l'une ou l'autre vaquer aux besoins de la communauté. Ce fut d'abord un mystère pour les gens du pays, puis on s'habitua. On comprit que les 3 demoiselles de la Martinerie, comme on les appelle, n'étaient pas venues là sur un caprice, mais qu'elles étaient venues chercher un refuge pour leurs travaux. Tôt le matin, elles commencent à tirer leurs échevaux, car elles se sont vouées à un art très ancien, la tapisserie à l'aiguille. Et en 5 ans de gestes patients, identiques à ceux qui au Moyen-Âge ont donné la tapisserie de Bayeux, elles ont redonné à cet art une nouvelle gloire. Le résultat de leurs travaux orne aujourd'hui les murs d'une galerie parisienne. Et c'est comme une halte proposée aux hommes emportés par la vie moderne. Au travers de sujets aussi simples que le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la sagesse et l'amour, les demoiselles de Lusillier ont renoué avec l'inspiration des fresques romanes et des mosaïques byzantines, et donné à leurs œuvres cette grâce inimitable, la vie.